D'abord, bonjour, et puis merci d'être là, parce que la compétition est rude quand même. Donc en premier lieu, et avant toute chose, merci à Triptyque, parce que c'est vraiment un bel événement, et on est très fiers d'être là. On espère qu'ils seront fiers même après qu'on ait fini la presse, quoi. On verra, on verra. Alors nous, on va vous présenter un retour d'expérience de Docker à Orange. Alors d'abord, avant toute chose, si vous pensez que vous allez voir un scoop techno avec plein de recettes top secrètes, tout ça, et que vous pensez qu'on va vous apprendre des trucs magiques pour implémenter Docker, ou encore si vous voulez voir des mecs ou des filles sexy, vous pouvez sortir, c'est pas ici. Il n'y a que des barbus, vraiment que des barbus, quoi. Donc on va vous présenter un peu qui on est, on va vous dire pourquoi on a choisi Docker, les paris qu'on a pris en choisissant cette techno-là chez Orange, hein, parce que quand même c'est pas si facile que ça, ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on en a appris, et puis ce qu'on va faire après, parce qu'on va pas s'arrêter là. Alors d'abord, qui on est? On est Orange, Orange France, DTSI, DSI, Digital Factory, gouvernance technique, nouvelles offres d'hébergement. Vous voyez, on est au fin fond du trou d'Orange. Donc on est des nains, hein. Voilà, on est des nains, et les nains, ça fait des trucs marrants. Et nous, on a fait des trucs marrants. On s'est bien amusé, et on s'amuse encore bien. On est 4 gars au début, on est parti à 4. Donc on a fait la photo tout à l'heure, hein, devant la pelouse, ils sont tous là. Donc il y a Arthur qui est là, Erwan, je sais pas où tu es. Bon. Ah, il est là derrière, ouais, notre rockstar est là là-bas. Donc voilà, 4 gars, 4 geeks, même le manager est un peu geek, c'est vous dire. Donc 3 opérationnels, un manager, moi, qui ne sert pas à grand chose, mais quand même, et on est dingue de techno, ils ont des tonnes de serveurs à la maison, moi j'ai passé l'âge, ils sont jeunes, c'est bien. Et on est hyper motivés à essayer de changer un peu les choses. On a des opinions, on a des convictions, même un peu la foi, ce qui nous rend des fois un petit peu pénible quand même, faut quand même l'avouer, quoi. Et on pense, et on est sûr que l'IT c'est avant tout des gens, avant d'être des machines. On n'est pas là pour faire plaisir à des machines, on est là pour faire plaisir à des gens qui vont utiliser des solutions, des vraies, et pas juste à se toucher la nouille à faire de la techno, quoi. Ça n'empêche pas de se toucher la nouille, c'est clair. Désolé. Pourquoi est-ce qu'on a pris Docker? Alors, nous, on vit dans un monde où on masterise bien notre techno, quoi. C'est juste que bon, elle est un peu vieillissante, quoi. On est dans l'artisanat permanent, on est plutôt dans le PETS que dans le Kettle. Nos petites machines, on les toilette, on leur fait des petits bisous, on les soigne, c'est super cool. Mais une machine à 6,5, hein, grosso modo, hein, c'est un peu old school. Ça a certains côtés confortables, efficaces. C'est un peu très énervant quand on attend une machine des semaines. Mais voilà, c'est ce qu'on fait chez nous. Et nous, on n'est pas trop dans cette optique-là. On n'est plus dans cette optique-là. Ce qui nous a permis aussi de prendre Docker, c'est qu'on a une position organisationnelle que vous avez vue au fin fond du trou du cul de l'arborescence, et une localisation, Sophia Antipolis, qui est propice à prendre ce genre d'initiative un peu à notre niveau, en proposant des choses, et pas juste en passant le comité qui va nous faire passer le comité d'après du comité d'après, qui peut-être prendra la décision de nous permettre d'y aller. On y est allé. Voilà. On s'est dit, bon, allez, faut proposer un truc, on va changer. Mon manager, il nous a dit, il faut faire des nouvelles offres d'hébergement, il savait pas trop quoi, on lui a proposé ça, Docker. Donc voilà, merde, raté. On a choisi Docker pas par hasard, on s'est dit un jour, il y a du YAS, du PaaS, enfin, nous on a un YAS, c'est un Yasune, on a CloudStack, dans aucune slide on a vu CloudStack, on parle beaucoup d'OpenStack ou de choses, mais nous on a du CloudStack. Et puis un jour, c'est pas vraiment des VM à la demande, en fait c'est un YAS, mais non, en fait c'est pas un YAS, c'est une VM qu'il faut quand même faire un ticket pour demander une machine virtuelle qui va peut-être provoquer la demande d'un serveur physique avant d'être provisionné, et que si les dieux sont là et que l'alignement des astres est parfait, que le degré d'hygrométrie est bon, on l'a en moins de 6 semaines.
Bon, voilà, c'est quand même... Et ça, c'est 6 semaines, c'est si vraiment, vraiment, c'est nickel. Hein. Et en 2014, donc j'étais parti pour essayer de vendre un projet de nouvelles offres d'hébergement. Et j'ai dit, bon, c'est compliqué là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir présenter? Et la Ubuntu, la LTS 2014 sortait, nous on est full Ubuntu quasiment. Hein. Et là, il y a un mec de chez nous qui me dit, putain, t'as vu, il y a le client Docker. Je savais même pas si c'était moi. Puis là, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait, ah putain, ouais, c'est cool. En fait, je vais pouvoir proposer de la valeur sans péter mon IaaS, même si c'est pas génial, enfin mon IaaS, mon hébergement. Je vais pouvoir donner de la ressource facilement, abstraire la ressource physique à des gens qui vont s'en servir et qui sont volontaires pour s'en servir. Et nous, on est une prod qui sert avant tout la prod. Et là, je me suis dit, moi, je veux une prod qui sert avant tout le développeur, qui lui sert le business, qui va me rapporter du pognon et qui va pouvoir me permettre de faire des trucs marrants. Donc j'ai besoin de pognon, donc je vais offrir de la valeur. Je veux offrir de la valeur. Et puis là, j'ai fait du buzz. Je suis entré un peu dans toutes les portes. Et j'ai tout vendu. Le DevOps, la scalabilité, l'élasticité, le cloud, l'agile. J'ai tout sorti. Tous les mots que je connaissais super bien. Je suis allé à fond là, à tous les managers que j'ai rencontrés. Et on m'a dit, fais comme tu veux, tu peux y aller, tu as droit, on te donne 2 ou 3 mecs pour y aller. Zéro budget, CAPEX, rien, pas une bécane. On avait des bécanes sous le bureau. Voilà, mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. Et on y est allé avec les foufous que vous avez vus là. Et il a fallu se dire que, ok, on prend de la techno, on va aller en prod, parce qu'il faut aller en prod, nous on est la prod, sinon ça sert à rien. Mais nous, on est vraiment la prod, quoi. Hein. On gère, on opère, on garantit la QoS, on est là pour faire marcher la techno, pas juste pour s'amuser avec. Pas juste, hein, parce qu'on s'amuse avec. Hein. Donc voilà, c'était pas pour déconner. On veut y aller en production. Mais pour aller en production, juste de la techno, ça sert à rien, quoi. Donc, il a fallu trouver un partenaire. Donc une équipe de dev assez débile pour prendre tous les paris qu'on voulait prendre, quoi. Et puis pas juste le site web du fin fond, parce que je vous ai pas dit, mais nous on s'occupe beaucoup de sites web, là où on est. Pas le harrypotter.com pour la 9e édition du Harry Potter, on voulait un vrai projet, et on en a trouvé un. Et on les remercie, parce que, comment dire, c'est priceless, quoi. Et avec eux, on a convaincu le management de nous laisser jouer avec la techno, dans un objectif de mise en production, pour de vrai, avec un vrai système qui va nous permettre de garantir la QoS. Qu'est-ce qui était en jeu? Le projet s'appelait Advise as a Service, et on s'est engagé sur 4 mois pour l'emmener en production. Le projet, lui, il était en rupture de la ligne de commande des boutiques internet de Soch. Donc, quand même, un petit enjeu business. Hein. Qu'est-ce qui était technologiquement en jeu? C'était le refactoring de code de toutes les applis, pour les faire rentrer dans des containers, d'aller voir les ops, les vrais, hein, ceux qui se lèvent la nuit, hein, pas nous, une petite équipe d'ingénierie, pour leur dire, les gars, est-ce que vous êtes prêts à prendre le pari qu'on va vous refaire un système de production compatible avec des containers, et puis leur donner confiance. Hein. Et heureusement, je suis tombé sur un super manager qui m'a dit, oui, je sais qu'il faut qu'on change, on va serrer les fesses, on te soutient. Super. Et sans lui, j'y serais pas arrivé. Donc, et surtout, on a essayé de comprendre ce qu'il fallait faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire remettre des containers en production? Quand on a une infrastructure qui gère le serveur plutôt que l'application, c'est définir quelle infra, comment on gère les logs, la supervision, la chaîne de build, l'orchestration, les déploiements, l'APM, les astreintes, tout le bordel, quoi. Donc on a accepté un contrat qui était une contrainte très forte, c'est remonter dans l'overview de supervision historique. Parce qu'on n'a pas les moyens en 4 mois de reformer tous les permanents et toutes les astreintes. Pour vous donner une idée, une organisation de 600 personnes, 250 personnes à la prod environ, et environ une équipe de permanents d'une 50aine de personnes. Impossible de reformer 50 personnes comme ça en claquant des doigts. Donc, il faut remonter dans l'overview de supervision. C'est la seule contrainte qu'on nous a
donné. Bon, là, c'est pas comme si on l'avait négocié comme des salauds, mais réutiliser ce qu'il était possible de réutiliser, mais la contrainte que j'ai posée moi, c'est de respecter le use case de la techno, le container. On va voir après ce que ça veut dire exactement. Et puis après, d'amener tous les composants d'opération nécessaires à exploiter la solution. Donc la gestion des logs, le monitoring, la supervision, les alertes, un minimum d'orchestration, et puis un minimum de documentation sur un projet complet en 4 mois. Voilà. On l'a pris. Même pas peur. Le côté technique, parce qu'il en faut un, c'est mon ami Philippe qui va vous les présenter. Donc là, on vous parle d'un projet qu'on a commencé il y a 1 an et demi, donc on devait livrer en prod en janvier 2015. Hein. Donc tout ce que je vais vous présenter date de cette époque-là. Donc on est bien conscient que les choix qu'on a faits peuvent être entièrement remis en cause, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, je pense. Donc en fait, quand on parle de Docker, en 4 mois, il faut faire des choix d'implémentation. Donc on a parlé de conteneurs légers, on a traité la problématique du cycle de vie des Docker, comment j'introduis la sécurité dans les Docker, comment je construis mes Docker, comment je configure mon application à l'intérieur, comment je déploie, comment je remonte mes métriques, comment je remonte dans le système de supervision existant, puisque ça a été non négociable. On devait réutiliser ce qui était réutilisable, alors dans la limite de ce qui nous convenait, en fait, puisque là, on avait quand même une marge de manœuvre assez grande. Et en fait, on a pris un pari et on a imposé une contrainte au dev, c'était de dire tout ce qui est log, c'est sous forme de fichier, uniquement sous forme de fichier. En fait, en 4 mois, on ne voulait pas avoir à traiter les multiples possibilités de traitement de log. Donc, c'est le contrat qu'on a signé avec les devs, c'est mettez vos logs dans des fichiers, on s'occupe du reste. On va commencer, donc je pense que tout le monde a fait du Docker ici, donc ça va être assez rapide pour ce qui est du vocabulaire. Donc un Dockerfile, fichier texte dans lequel vous mettez vos instructions pour construire votre Docker. Donc vos instructions, c'est je vais installer tel paquet, je copie tel fichier, ainsi de suite. Avec les devs, tout à fait. Enfin, construit avec les devs et avec les ops, mais on y reviendra un peu plus loin. L'image, c'est le résultat de la construction du Dockerfile. Ce qu'on appelle le conteneur, c'est l'instanciation de cette image. Donc là, je suis vraiment en run, j'exécute ce qu'il y a dedans. Et en fait, la dernière brique, c'est la registry. Donc la registry, c'est un endroit où on peut stocker les Docker. Donc ça permet de partager le résultat des compilations, ça permet de passer sur différentes machines, différents environnements. Les services légers. Donc c'est une discussion qu'on a eue avec les devs en fait. Chez nous, on avait un peu une tradition d'application monolithique, donc ils voulaient prendre un gros bousin et le mettre dans le Docker, donc forcément on a dit non. Donc l'idée, c'est d'avoir un conteneur, un service. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit un conteneur, un process. Hein. J'ai bien dit un conteneur, un service. Donc il faut que ça ait du sens applicatif, il faut que ça ait du sens métier. Donc vous pouvez avoir plusieurs process dans un conteneur. Le fait d'avoir des conteneurs légers, pour passer à l'échelle, c'est beaucoup plus simple. Vous ne passez à l'échelle que ceux qui ont besoin de passer à l'échelle. C'est mes fronts qui ont des problèmes de charge, je passe à l'échelle que mes fronts. Je ne reconstruis que ce qui doit être reconstruit, notamment quand je fais du patch. Quand je suis en train de débugger, que je dois passer quelque chose en prod, je patch la brique qui pose problème, je la reconstruis, je la teste et je ne déploie que ça. Bon, le buzzword attaché à tout ça, vous l'avez deviné, c'est microservices. Donc voici comment on voit le cycle de vie des conteneurs. Donc on part de la gauche, on a 4 phases, le développement, l'usine à images, le déploiement et l'exploitation. Donc première chose, chez Orange, vous imaginez qu'il est hors de question de faire un from Ubuntu 14.04 d'une registrie publique. Donc on a buildé toutes nos distribs Ubuntu, certains paquets ont été audités par la Sécu, ont été reconstruits de manière différente de la distrib Ubuntu. Donc le cycle de développement, ça commence donc avec un développeur qui fait son code, un exploitant et un développeur qui font un Dockerfile et ils committent tout ça dans un SM, du Git, du GitHub, du SVN, du bazar, ce que vous voulez. À partir de là, on a un job Jenkins qui va builder l'image. Donc la petite brique que vous voyez, repository DFY, c'est là où on met nos images de base. Donc on a nos images de base Ubuntu, nos images de base Debian et CentOS. Donc voilà, on travaille sur 3 distribs, sachant que la Debian, on commence à l'abandonner, donc on va dire 2 distribs. Donc tous nos from en fait partent de cette registrie-là. Une fois que Jenkins a buildé, donc il pousse le résultat dans une registrie, et à partir de là, on a un exploitant qui peut déployer. Donc on a décidé d'utiliser MaestroNG, donc on reviendra plus loin dans les slides sur ce qu'est MaestroNG. C'est simplement un outil de déploiement de Docker. Et à partir du moment où mes Dockers sont déployés, donc je rentre dans le cycle d'exploitation et de run. Donc j'ai Docker dans mon applicatif de ma version N qui sont up, et j'ai gardé en fait ma version N-1
sur les machines pour faire un rollback au cas où. C'est pas qu'on n'a pas confiance dans les devs, mais on fait de la prod, on sait comment ça se passe. Mais j'ai pas dit ça en fait. L'usine à images, son but en fait, c'est donc de construire des Docker à partir de Dockerfile, c'est d'extraire la liste des packages installés. Donc c'est pour ça qu'on insiste pour que notre applicatif soit packagé en Debian ou en RPM. Donc ça embête les développeurs pour être poli, mais c'est une contrainte qu'on a imposée pour la sécu, vous verrez plus pourquoi. On vérifie les packages installés et c'est un point de passage obligatoire en pousser dans les registries. Donc dans nos registries, il n'y a que les machines Jenkins qui ne peuvent pousser. Donc tout ce qui arrive dans les registries est forcément passé par Jenkins. Donc, on part en fait du SM. On a donc un job Jenkins qui build l'image, qui fait l'extraction des données et qui fait les checks de sécurité. Donc, les checks de sécurité, en fait, c'est vous n'irez pas en prod avec un GCC ou avec un TCP dump ou avec ce genre d'outils-là. En fait, il y a des outils qui sont interdits sur la prod, tout simplement. Donc, ça, c'est un deal avec la Sécu. Ok, bon, ils nous ont filé une liste de paquets. Ben, ces paquets ne passent pas en prod. Donc, si vous faites un build avec des images qui contiennent ces paquets-là, le build va simplement échouer. Donc cette image n'arrivera jamais dans la registrie. Donc si les conditions de sécurité ne sont pas satisfaites, forcément ça ne build pas. Hein. Si tout se passe bien, l'image arrive donc dans la registrie et vous voyez quelque chose en pointillé vers repository. En fait, c'est ce qu'on prévoit de faire, c'est-à-dire extraire la liste des packages installés, leur version, et mettre ça dans ce repository et passer en fait les CVE dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, on va juste pas le faire, on va prendre l'outil de CoreOS qui s'appelle Claire, qui vient de sortir il y a une semaine. Ils l'ont développé parfait, on ne va pas réinventer ce qui existe. Mais c'était l'idée. Ensuite, une fois que j'ai mon conteneur, je souhaite configurer l'applicatif qu'il y a dedans. Donc ce que vend Docker, c'est les déploiements immuables. Donc mon conteneur, en fait, c'est le même en dev, en qualif, en prod et en prod. Donc si vous suivez ce raisonnement-là, toute la config qui dépend de l'environnement, vous allez le mettre en dehors du conteneur ou le passer à l'exécution du conteneur. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut bien faire attention à vos applications, comment vous allez les configurer et identifier ce qui dépend de l'environnement. Donc vous allez sortir toute cette configuration du conteneur ou la passer en variable d'environnement. Donc si vous la passez en variable d'environnement, nous on fait pas mal ça, on utilise un script qui s'appelle envtpl. Des variables d'environnement, un template, vous passez tout ça en envtpl, il vous génère le fichier de conf qui va bien et vous démarrez votre applicatif derrière. Je suis un peu réticent sur cette méthode-là pour la raison suivante. En fait, je pense qu'on devrait générer la conf à l'extérieur du conteneur, sur un montage, puisque un des objectifs qu'on a, c'est de passer tous les conteneurs en read-only. Pour des raisons de sécurité, une fois de plus. Pardon ? Et d'immutabilité. Donc après, le fait de mettre aussi votre conf à l'extérieur du conteneur, ça vous permet de continuer à utiliser vos outils. Donc ça fait une migration un peu moins douloureuse si vous générez votre conf avec Chef, avec Ansible, avec Puppet, avec ce que vous voulez. Vous déployez juste sur un volume qui est utilisé par votre Docker. Me souffle CF Engine, mais vous n'avez jamais entendu ça, ça n'existe pas. Le déploiement, donc Maestro NG, donc il y a à peu près 1 an et demi, pour déployer du Docker, c'était pas facile. Donc on est tombé sur un script Python qui s'appelle Maestro NG. Il fait une seule chose, et il le fait bien, c'est qu'il déploie des Docker. Grosso modo, en fait, il est extrêmement simple. Vous lui donnez un fichier YAML dans lequel vous décrivez les machines sur lesquelles vous les déployez, les registries, il va chercher les images, le nombre d'instances de chaque image et les dépendances entre les images. Quand vous allez le lancer, il va calculer l'arbre des dépendances. Il va lancer en premier le ou les dockers qui dépendent de personnes, puis les dockers qui dépendent des briques précédentes, et ainsi de suite. Donc, il ne fait que ça, mais il le fait très bien. Donc, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'en plus de l'arbre des dépendances, on peut mettre des checks, savoir si la brique elle est vivante, si elle répond, donc faire une requête TCP ou UDP pour vérifier les réponses, ce genre de choses-là. C'est les prémices de Compose, mais vraiment à l'âge de pierre, en fait, hein, soyons clairs. C'est du déploiement statique, c'est-à-dire on est obligé de mettre des cibles fixes dans le fichier YAML. On peut le générer, mais bon, à ce moment-là, autant passer sous Compose maintenant. Donc, une fois que j'ai réussi à en déployer, bon, je suis en prod, généralement, les devs aiment bien savoir ce qui se passe sur leurs applications, donc il faut collecter des métriques. Bon, pour collecter les métriques, donc, comme je vous ai dit, on a tout mis sous forme de fichiers. Donc, en fait, on a pris FluentD, qu'on a un peu bricolé pour pouvoir collecter tous les types de logs auxquels on avait affaire, que ce soit des stacks 13 Java, que ce soit des stacks 13 Go, des logs applicatifs tout simples, ainsi de suite. On envoie tout ça dans une autre brique qui s'appelle ECA, donc c'est une brique de la fondation Mozilla. Et en fait, elle collecte les logs et elle peut faire du routing, on peut faire des sandbox Lua si on veut les reformater, ce genre de choses-là. On stocke tout ça dans une base time series InfluDB. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler, rien de particulier là-dessus à dire.
quelquefois ça tombe en marche. Hein. Et Riemann donc pour processer donc les events. Donc en fait, Riemann reçoit une série d'événements et en fonction de certaines règles, il va déclencher l'alerting, calculer des compteurs, ce genre de choses-là. Et puis le bien connu Grafana pour pouvoir consulter toutes ces métriques. Donc si on met tout ça sur un schéma, ça donne ça. Donc toutes les briques qui sont en gris, c'est des briques qui existaient déjà chez nous, c'est du legacy. Donc ce que vous voyez, le Logos unifié, considérez que c'est une stack ELK sans le L, avec un L bricolé maison, et tout le reste, voilà. Ximod, c'est le système d'alerting, bon, il n'y a pas besoin de trop s'attarder dessus. Donc tout ce qui est sur des rectangles au bord arrondi, c'est des Docker. Donc vous voyez, on parle à gauche, donc j'ai mon applicatif qui tourne, qui me génère donc des fichiers de traces. J'ai un Docker Fluentd qui est installé sur la machine, qui lit et collecte ces fichiers de traces, qui envoie ça vers EK. EK fait le routing, le tri, donc il envoie ce qui doit être envoyé vers le Logos unifié, ce qui doit être envoyé à Riemann pour calculer les métriques et pour ensuite faire l'alerting. Riemann, lui, calcule ses métriques. S'il a des alertes à lever, il les envoie vers Ximon, ou il envoie juste où tout va bien. Dans le FluiDB, on stocke les différentes métriques, on a plugué Grafana dessus pour pouvoir en fait consulter les résultats. Bon, rien de particulier. Nous sommes exploitants. On aime bien savoir ce qui se passe sur nos machines. Bon, ben, on n'a pas réinventé la roue. Hein. Pardon. On n'a pas réinventé la roue, donc on a repris les mêmes briques. Donc on a repris les mêmes briques pour aller collecter les métriques Docker sur le disque, puisqu'en fait on utilise donc les C-groupes. Donc si on regarde, en fait, ça ressemble vachement au schéma précédent. Tout ce qui est apparu, c'est le Docker en bleu, en fait, qui va collecter les métriques Docker, donc il va les lire dans les C-groupes et les envoyer à EK, qui va les envoyer à Riemann, qui envoie les logs vers les Logos unifiés, ainsi de suite. Donc en fait, si on met tout ça sur un seul schéma, donc là, vous voyez, j'ai un applicatif que j'appelle Docker Apache Médiation. Donc pour un applicatif, bah, j'ai un Docker qui va lire les métriques Docker. J'ai un collectd qui va lire les métriques, qui va lire les logs et les métriques de l'application. J'ai un collecteur EK. J'ai les Logos unifiés, bon, qui ne sont pas trop sous forme de Docker. J'ai du Riemann, j'ai de la FluiDB, j'ai du Grafana, j'ai du Ximon, j'ai du Riemann Dash. Donc en résumé, pour un Docker applicatif, je commence à avoir beaucoup de Docker d'infra. Bon, par contre, j'ai ces Docker d'infra qu'une fois par machine. Mais quand même, ça commence à faire beaucoup. C'est aussi un changement de paradigme pour beaucoup de monde. Les développeurs, leur réaction, ça a été il y a plus de Docker d'infra que de Docker applicatif. Ouais, c'est vrai, totalement. Ensuite, on a poussé le concept jusqu'au bout, c'est-à-dire on a tout dockerisé. Il n'y a pas une seule brique qu'on utilise qui ne soit pas rentrée dans Docker. En tout cas, on n'a pas trouvé de brique qui rentre dans Docker. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a une brique qui ne rentre pas dans Docker, on serait quoi enfin, on voudrait savoir laquelle, parce que nous, on n'a pas trouvé. Quoi. Donc voilà ce que ça donne, ce qu'on a dû réaliser dans les 4 mois qui arrivaient. Donc évidemment, il manquait beaucoup d'outils, parce que on a fait au plus vite, on va dire, le produit minimum. Et il nous manquait des outils d'inventory, enfin d'inventaire, qui disaient quel Docker a été posé sur quelle machine, quel service était posé dans quel Docker. Il nous manquait des IHM pour la registry, et si jamais on voulait faire du provisioning ou des choses comme ça, il nous manquait plein de trucs. Mais nous, on pense que c'est surtout la maîtrise du système qu'il nous fallait, et nous, on pense qu'on l'a. Merde. Ouais, je vais trop vite. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, ça a clairement un énorme impact. Parce que on est parti de rien, on n'a rien réutilisé, pas parce qu'on voulait, si on voulait pas, non, on pouvait pas non plus. Clairement, ça rentrait pas dans le paradigme du container qui est éphémère par nature, qui doit être, qui est plus qu'éphémère, il est volatile. Et nous, on avait comme granularité dans notre système la machine, donc on ne pouvait pas rentrer dans notre système historique legacy. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est pas des petits animaux gentils, c'est de gérer des troupeaux de machines. On veut faire du commodity hardware et de l'infrastructure as a code. On veut gérer l'infra, masquer l'infra aux développeurs pour qu'il aille vite et qu'il fasse exactement ce pourquoi il a de la valeur. Et se faire chier avec une VM et savoir où est-ce qu'elle est et faire 50 demandes pour la popper et se faire installer des packages parce qu'il ne peut pas être route sur la bécane et que ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, ça apporte ces changements-là. Et vous allez rire, c'est pas ceux
qu'on pense qu'ils nous ont posé des fois le plus de problèmes. L'organisation ne nous a pas aidés, en silo à mort. Pour faire ça, il y avait 3 projets différents. Enfin, un projet, hein. On n'était pas objectivé sur la même partie. On avait un projet de dev, on avait un projet d'infra classique, parce qu'à la fin, on avait des VM sur lesquels on posait nos Docker, donc c'était des équipes de récurrence normale. Et on nous a mis, nous, dans un 3e projet, parce qu'ils n'ont pas voulu nous laisser gérer le projet de A à Z, par exemple. Donc voilà, clairement, une grosse difficulté. Les changements, c'est surtout les gens qui résistent. Et les gens, c'est à la fois les sysadmins qui disent « tu vas voler mon job », c'est les devs qui disent non mais avant c'est toi qui packageais, c'est toi qui faisais l'intégration technique. Ouais, mais non, hein, ça change. Bref, beaucoup d'impact, énormément d'impact, énormément de freins partout. Pas qu'à la prod, même les devs. En 4 mois, on a tout refait. Les logs, la collecte, supervision, l'orchestration, on a tout refait. Ça fonctionne à peu près. On l'a fait, on est content, mais on n'est pas passé en prod. On n'est pas passé en prod parce que il y a eu des problèmes, on va dire, d'alignement des as dont je parlais tout à l'heure. Les devs, ils étaient sur un projet critique et sur un projet qui était vraiment en production et ils avaient des gros problèmes de performance sur ce projet-là. Et il a fallu faire du refactoring sur ce projet-là. Du coup, ils ont mis on hold ce projet en mode as a service là, qui permettait aux clients de gérer les propres règles de recommandation sur la commande. Mais en tout cas, nous, on était prêts en 4 mois. On avait livré, on avait testé. On n'avait pas le code pour faire l'intégration de bout en bout, mais en tout cas, ce qu'on pouvait tester, nous, ça fonctionnait bien. On a prouvé que Docker pouvait répondre à un use case assez simple sur un hébergement pourri. Parce qu'on n'est pas en mode service, on n'est pas en mode je mets un container quelque part sur un YAS qui est piloté, machin. Mais quand même, on a containerisé une application et toutes ses méthodes d'opération. Et on a mis un peu la graine de la révolution, un peu à Orange. Bon, la révolution qui est un peu tranquille, hein, mais quand même, c'est pas facile. Alors, quelle est la nature exacte du retour d'expérience? On a appris quand même quelques leçons. Qu'est-ce qui est important? C'est l'équipe. La mienne, enfin la nôtre, mais aussi celle avec qui on parle. Et tout est affaire de sens. D'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel objectif on le traîne, qu'est-ce que ça va changer pour les gens, quel est le risque qui est associé, parce que quand même il y en a, et surtout les partager. Tout est question de fierté aussi. On n'avance pas si on n'est pas conscient de ce qu'on fait et si on n'est pas fier de ce qu'on fait. Nous, on est hyper fiers de ce qu'on fait, on avance hyper vite, c'est hyper cool. Moi, je suis hyper content. J'ai une équipe de tueurs et je suis vraiment fier de ce qu'on fait. Voilà. Et on s'éclate et on a vachement d'intérêt à le faire. Moi, en tant que manager, à les protéger du reste du monde, parce que c'est pas facile. Eux, à bosser et à faire accomplir une vision qu'on partage. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment le principal. On pourrait coder en C sur des environnements de Mathusalem, mais du moment qu'on s'éclate, je pense que c'est le principal, en fait. Ouais, le vrai exemple, c'était Pearl, Arthur. On pense que la techno, c'est un moyen, pas une fin. Moi, la techno, telle que je la vois, c'est un jeu. On le joue, on essaye de gagner pour faire en sorte que les gens gagnent du temps ou de l'argent, c'est souvent la même chose, et que surtout, ça nous facilite notre vie, parce que putain, on passe du temps à faire des conneries toute la journée. Si en plus, il faut s'emmerder avec le bits and bytes et le hardware, enfin franchement, on a autre chose à foutre, quoi. Donc on se sert de la techno avec des vrais use cases fonctionnels. Et le fonctionnel n'est pas juste le métier qu'on sert. Le fonctionnel, il est aussi bien chez l'hébergeur, chez l'exploitant, chez l'opérationnel, chez le développeur. Nous, on est de l'infra, mais on a un métier, on a du fonctionnel, on vend des fonctions à des gens qui devraient s'en servir. Et pour ça, on va utiliser de la techno. Alors oui, shiny techno et tout, c'est sympa, c'est ce qu'on veut parce que c'est le plus fun, quoi, parce qu'on est en mode exploratoire et qu'on s'amuse bien, mais c'est pas uniquement l'objectif. On s'est aperçu aussi que c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tout intégré,
eh ben, on ne sait pas ce qui nous attend. Quand il y a encore quelques jours fini d'intégrer les derniers développements, et encore les derniers développements, eh ben, on a trouvé plein de merde. On a trouvé plein de merde pour plein de raisons différentes. Parce qu'on a filé des VM avec 500 megs de RAM. On est en 2015, on nous file des VM avec 500 megs de RAM. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. 500 megs de RAM, tu peux pas me filer 1 giga et demi? Allez, 2, allez. Non, ben non, c'est 500 megs, quoi. Ouais, il y avait 200 megs de swap. Non, mais sans déconner, quoi. Et puis, surtout, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut bien utiliser tous les buzzwords. Parce que, bon, je n'aime pas beaucoup ces buzzwords, je dois vous avouer. Je ne suis pas très fan de l'agile, du DevOps, des machins. Je ne suis pas fan des mots qui n'ont pas des concepts clairs derrière. Aujourd'hui, j'ai entendu ça, c'est hyper DevOps. Et ça, c'est hyper DevOps. C'est des trucs différents, c'est quoi ça? Ah, c'est DevOps quand même. Ok, c'est quoi? Parce que mon DevOps, le CAM, la culture, l'automation, tout ça, la mesure, j'ai bien compris, mais moi, DevOps, je vois ça surtout dev, parce que de ma vision, je vois surtout ça dev. Je vois surtout ça techno. Et moi, pour moi, le DevOps, c'est plutôt un mindset, c'est plutôt une tournure, c'est plutôt énormément de culture, et que le reste découle de la culture. C'est de l'accommodation, c'est de la négociation, c'est de la compréhension des contraintes de tout un chacun, et pas juste « Oh, vas-y, donne-moi le route sur ta machine de prod, fais pas chier, quoi. De toute façon, tu comprends rien, t'es de la prod, t'es un graisseux, dégage. » Non, c'est pas ça. Le DevOps, c'est pas ça, les gars. Mais pas du tout. Et agile, c'est pareil. Quand on est agile du petit doigt, de la main gauche, et que tout le reste, c'est un éléphant perché sur un ballon, comment vous dire, faut arrêter de se penser qu'on est agile, quoi. On n'est pas du tout agile, quoi. Mais vraiment pas. 6 semaines pour filer une bécane, c'est pas être agile, ça, je vous jure. Hein. Encore 6 semaines, on se plaint pas. On a des potes, c'est 6 mois. Donc, mais voilà, c'est pas ça. Donc voilà, le DevOps, DevOps, quoi. Pour moi, rien que ce mot-là pose la barrière. Le Dev et l'Ops. Mais nous, on est des Ops. On a fait un max de Dev. Demandez à Erwan qui a programmé en Clojure. Riemann, on a fait du dev, on a fait de l'intégration, on a fait du build, et pourtant on est ops. On est dev ou on est ops alors? C'est quoi? Build run, c'est pareil, build run. Toi tu build et moi je run. Mais non, le run c'est aussi du build. Et si tu build sans penser au run, t'as rien compris. Tout ça, c'est des mots qui mettent des barrières, encore des barrières. Je dis, moi, j'avoue là, je comprends plus tellement, mais il paraît qu'il faut être DevOps. Alors nous, on a été hyper DevOps. On s'est vachement mis sur la gueule avec les devs, et ça nous a vachement rapprochés. Ne rigolez pas, ça nous a vraiment rapprochés. On s'est dit des choses pas du tout agréables. On a piqué des colères noires, surtout moi, il ne faut pas me pousser, quoi. Et à la fin, on s'est dit, mais non, faut parler, juste parler. Maintenant, on se parle. Vraiment, on se parle. On se dit les problèmes qu'on a. On se dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Oui, mais toi aussi. Ah merde, c'est vrai, merde. On ne dit pas, mais non, c'est pas de la merde. Mais non, on dit, attends, je t'écoute, vas-y. On ouvre nos chakras et on écoute. C'est hyper important d'écouter les contraintes des autres. C'est une clé de votre DevOps. C'est pas un outil Docker, c'est génial, oui, c'est l'outil DevOps. C'est ni nécessaire ni suffisant. C'est une petite partie de ce que c'est que le DevOps, à mon sens. Quentin Adam, à la DevOps l'année dernière, disait le DevOps, c'est quand c'est le dev qui a le pager d'astreinte dans sa poche. Ça change les lignes. On est vachement d'accord avec ça. Ah ouais, on est grave d'accord. Parce qu'on s'est mis dans cette position à la fin. On disait, on vous a livré des composants, les ops, filez-nous le pager, parce qu'on va les maintenir. On ne peut pas vous laisser dans la merde, c'est pas possible, quoi. Run what you build, oui, c'est bien ça. Mais tant qu'on n'a pas appris à un dev ce que c'était qu'un monitoring, on sort de la presse du monitoring quand on lui a... Tant qu'on ne lui a pas compris qu'il lui fallait des KPI pour mesurer sa performance de son application, si elle est vivante, si elle est morte, une API REST qui dit à la fin j'ai un keep alive ou pas? Oui. Et combien de temps je mets avant de me dire je suis plus vivant? 1 seconde, 2 secondes, 1 microseconde, 2 heures, 2 jours? J'en sais rien, moi. C'est à toi de me dire, c'est toi qui connais l'appli. Bref, il faut du skill, et encore du skill. Si on veut faire des projets cloud de ce type-là, il faut que les mecs qui les font, ils se parlent, ils soient multidisciplinaires, ils connaissent le réseau, le stockage, le CPU, le machin. Il faut qu'ils aient une idée, des réponses sur chacun des thèmes. Ben ça, les gars, c'est pas facile. Hein.
qu'un sysadmin, quand on lui met Docker dans les pattes, et que surtout un network admin, quand on lui met Docker dans les pattes, il pleure un peu sa mère, quoi. Alors l'overlay, tout ça, c'est génial. Hein. Alors, putain, une équipe de sécu sur l'overlay. Oh maman, quoi. Bon, c'est pareil pour la Chine. Hein. Mais c'est bon, j'en ai dit assez. Bon, ma vision de tout ça, c'est clair, c'est agile, DevOps, donne du cloud. Si on n'a pas d'agile et pas de DevOps, on n'aura pas de cloud. Le premier élément à travailler, c'est la culture. La culture modifie votre organisation. Je réfute les gens qui disent que le DevOps fonctionne sans modification de l'organisation. La culture d'une entreprise, son reflet, c'est son organisation. Si vous êtes en mode silo, vous allez rester en mode silo, point barre, c'est mort. L'automatisation vient de la culture et de l'organisation. Le fait que les gens se parlent et qu'ils en ont marre de faire toujours les mêmes conneries va amener à l'automation. Sinon, non, vous allez continuer à traîner vos scripts de merde. La mesure est une conséquence de l'automation. Quand vous êtes automatisé, c'est facile programmatiquement de rajouter les KPI qu'il vous faut pour comprendre comment votre système évolue. Mais si vous essayez de faire ça avant, bah vous allez avoir des KPI de merde, quoi. La mesure, le partage, c'est la culture qui vous l'amène et à chaque étape, il faut documenter. Un soft qui n'est pas documenté, c'est un soft qui n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas monter à bord, il n'existe pas, votre soft, il est mort avant d'être né. Et l'agilité, c'est le facilitant de tout ça, l'esprit de Lean. Oui, ça je l'ai dit. Bref, on n'y est pas encore. On manque énormément de confiance, et de confiance en anglais, c'est mieux trust and confidence. On manque de confiance en nous-mêmes, on manque de confiance en ce qu'on fait, et nos managers manquent de confiance en nous pour opérer ces changements. Et ça, c'est juste le pire. Impossible sans confiance de mener ces changements-là. Il faut que les managers lâchent la main aux opérationnels et leur fassent confiance. Sinon, qu'ils en changent. Moi, je n'ai pas de problème à être changé s'ils n'ont pas confiance en moi. Il faut que tout le monde s'y mette pour réussir. C'est impossible. Sinon, et j'y crois, je ne volerai pas. La suite rapidement, parce que je suis en train de dépasser. On a besoin d'une fonction pass pour aller plus vite, pour délivrer plus rapidement avec plus de valeur. On va le faire. On a un track Cloud Foundry qui est parti. Avec notre Yasune, ça va être sympa. Et Mesos. Nous, on va s'occuper de Mesos. On tâtonne encore sur l'organisation et la gouvernance. J'y crois, ou pas. En tout cas, Docker, pour nous, c'est central. C'est du poste de dev en production. C'est la promesse d'une facilité de delivery, de gestion des configurations, d'avoir une chaîne de build correcte, testée, validée, vers le continuous XXX. Et on pense que le release management, c'est une feature clé. Sans release management, avec des métadatas, qui a modifié quoi, qui porte quel changement, les feature teams, etc. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben, c'est pas des conneries, il les faut, quoi. Le PaaS, le IaaS, super. Nous, on pense plutôt au CaaS, le container, qui ne s'appuiera pas sur un IaaS. Donc on aura Cloud Foundry, qui va s'appuyer sur Cloud Stack chez nous. On va avoir Swarm et Compose, on l'espère, dans une première étape, qui ne va pas forcément s'appuyer du tout sur le IaaS, mais plutôt sur du bare metal as a service. Un jour, et dans la progression, toujours dans l'optique MVP, le minimum viable product, faire du Mesos ou du DUCP, puisque la DockerCon a annoncé le contrôle panel. Et tout ça pour supporter les produits de type back-end qui sont eux-mêmes des architectures distribuées et résilientes. Quoi de mieux qu'un cluster pour supporter un cluster? Et peut-être qu'un jour on mettra Made Kubernetes parce qu'on est des dingues. Bref, voilà, encore beaucoup de boulot, encore énormément de difficultés. La techno, c'est, à mon avis, l'épaisseur de la ligne. Le réseau, ça va être pas du tout l'épaisseur de la ligne. La sécurité et le multitenant, ça va être aussi une grosse difficulté. Étanchéifier ces environnements-là, surtout dans Mesos, je ne parle pas de Cloud Foundry qui est beaucoup plus industriel. Et tout le monde doit se transformer. Alors nous, on a juste choisi de se transformer tout le monde à la fois. Bon, ça va pas être facile. Hein. Bon, moi, je pense que c'est pas possible, mais bon. On verra. Mais en tout cas, on va y aller. On est motivé, on va se battre, on va faire des beaux projets, on va essayer de vendre des bonnes améliorations pour notre entité Orange, mais pour le groupe aussi, parce qu'on fait cette papote-là un peu partout dans le groupe Orange.
Et on a plutôt des bons retours. Je leur parle exactement comme je vous ai parlé aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas du tout politiquement correct. Et je pense qu'il en faut aussi. Merci beaucoup en tout cas.